moi, il m'est déjà arrivé de tuer un plan qui a coûté 30 000 €. Le producteur rentre dans la salle, il a envie de m'égorger. À chaque étape, tu peux faire des choix et à chaque étape, tu peux tuer des idées. Ce super plan que t'as mis une plombe à tourner, c'est un faux plan qui passe à travers le miroir, tu vois. Mais ce plan est chiant, il ne raconte rien. On a besoin que la scène, elle avance. On a besoin que la nana, elle sorte sa tête du miroir. Là, maintenant, quoi. Tu vois ? Tu reçois en heures de rush que tu vas regarder donc intégralement à vitesse réelle. J'ai fait une moyenne, on était à 750 heures. Moi, je monte tout. L'animalier pour Netflix, j'ai fait l'intégralité du film une première fois. Puis après, on a tout refait. Bonjour et bienvenue dans Storyscope, le podcast qui explore le pouvoir des histoires et du storytelling. Je suis Kevin et je suis avec Damien. Salut Damien. Salut Kevin. Vous pouvez écouter Storyscope sur Spotify, sur Amazon Music et sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi regarder cette interview sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de montage avec Tao Delport. Bonjour Tao, bienvenue. Salut les gars, salut Kevin. Merci salut Damien. d'être là. Salut Tao. Merci à vous. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je vais te présenter en quelques mots. Donc, Tao Delport, tu as fait des études il y a à peu près 15 ans à l'écart en montage et post-production. Absolument. Tu évolues maintenant en fait dans l'industrie audiovisuelle où tu as accompagné de nombreuses agences, producteurs et grandes marques en tant que chef monteur sur des projets notamment publicitaires comme La Française des Jeux, Lancôme, Armani, Jeep Cherokee, mais aussi des documentaires et de la fiction. Pour parler un peu de la filmographie riche et transversale sur laquelle tu as travaillé, il y a notamment la série Pamela Rose, issue de la création originale de Canal+, le long métrage Vaincre ou mourir, et dernièrement Louve, un documentaire sur l'équipe de judo olympique féminine que vous avez suivi pendant un long moment. Depuis quelque temps, tu te lances également dans la réalisation avec un court-métrage, Fiddler's Green, qui a fait le tour du monde en festival. Pour ceux, encore une fois, qui ne connaissent pas forcément ton métier, qui est quand même très technique, est-ce que tu pourrais nous le décrire, s'il te plaît ? Alors, c'est pas simple de résumer mon métier, mais si je devais le résumer rapidement, je pense que c'est un métier dans lequel on va raconter des histoires. C'est un métier qui nécessite un background technique pur, de maîtrise du logiciel, pour pouvoir s'affranchir de la contrainte technique et se laisser aller dans l'artistique. C'est vraiment la technique au service de l'art, si vous vous souvenez des sujets de philo au bac. On est vraiment là-dessus. Donc moi, j'accompagne les réalisateurs et les réalisatrices dans le storytelling de leurs films. Donc souvent, ils ont des idées préconçues et ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas. Ou qu'il y aurait des choses à améliorer. Moi, je suis là pour les soutenir, pour les aider, les conseiller, les soutenir psychologiquement aussi parfois. C'est un métier, tu l'as dit, transverse et assez complet. Quel était ton moteur à tes débuts ? Et c'était une idée, une image, un son ? Comment ça t'est venu en fait, cette envie de montage ? Un de mes trucs favoris quand j'étais petit et ado, c'était de faire des collages. J'adorais ça. Je découpais un peu partout dans les magazines. Tous les magazines de mes parents y passaient, mes magazines à moi, de musique, de mode, de design. Ma mère avait beaucoup de magazines d'architecture. Mon père avait beaucoup de magazines politiques. Et je faisais des collages avec ça. J'allais te coller un Sarkozy issu de Marianne avec un corps d'animal trouvé dans un National Geographic. Tout ça dans un intérieur designé par je ne sais pas quel architecte, si tu veux, mais enfin voilà, des trucs le que tu pouvais retrouver. Non, pas Le Corbusier. Ma mère était moins classe que ça. Tu pouvais retrouver plutôt dans Marie-Claire, tu vois, des petits designs de piscine ou de paniers en osier posés à côté d'une piscine. Enfin voilà, je faisais des collages de tout ça et le collage, ce que je trouvais fascinant, c'était que c'était un magnifique médium pour raconter des histoires. En tout cas, moi, je me racontais des histoires à travers ça. Je faisais des associations de couleurs, des associations d'images, de sens, des suites, comme qu'on pourrait le voir dans une BD, mais où je me mettais aucune limite. C'est-à-dire que ma BD pouvait aller de gauche à droite, elle pouvait aller de droite à gauche, elle pouvait aller de haut en bas. Des fois, tu pouvais trouver un sens en partant à droite, en partant en bas. Tout était un peu relié. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé plus tard dans le montage sur la timeline. Parce que tu as le son en bas, l'image en haut, le temps qui défile à droite. Il se passe plein de choses sur une timeline. Donc pour moi, ces deux arts, on va appeler ça deux disciplines artistiques, sont très connectés. En tout cas, moi, dans mon corps. Et le montage, j'ai découvert ça grâce à un magnétoscope.
un magnétoscope D'accord. magique que mon père a récupéré, je sais plus, par le travail. Pour les anciens, les plus de 30 ans qui nous écoutent, c'était un magnétoscope VHS. Et celui-là avait quelque chose de particulier, il avait une fonction jog et shuttle qui permettait de se déplacer de 5 images en 5 images. Incroyable. Ce qui a tout changé, puisqu'à l'époque on tournait des films avec le HI8 de mon papa, et on tournait ça, on faisait du tourné-monté. On se racontait l'histoire, on faisait le montage en tournant. Et ce jour-là, mon père me montre le truc, et je comprends que je peux brancher ma caméra, enregistrer sur la cassette qui est dans le magnétoscope, et faire des points de montage. Et Ok. ça, c'est fou. le début mais vraiment d'un retournement de cerveau où d'un coup, on peut tourner toutes les scènes du même endroit en même temps. C'est fou. On n'est plus obligé d'aller là-bas et de revenir, et puis d'aller là-bas et puis de revenir. Donc d'abord les moodboards de Marie-Claire, ensuite le VHS, puis aujourd'hui t'es monteur quoi finalement. Ouais. T'es monteur, donc quand tu arrives sur un projet, quand ça commence, tu reçois beaucoup de vidéos qu'on appelle des rushs, tu reçois beaucoup d'extraits de films. Est-ce que tu cherches l'idée centrale d'abord avant de commencer à travailler, ou est-ce que tu explores et tu aimes laisser les choses venir? En fait, ça commence pas au moment où je reçois les rushs, ça commence bien avant. Là, en ce moment, j'ai 2 nouveaux films qui partent donc là c'est parti pour les 2 prochaines années. Et ces 2 films, j'ai fait des pré-entretiens. Alors, c'est 2 films que je co-réalise. Donc, je suis allé rencontrer. Donc, c'est des documentaires. Donc, souvent dans les documentaires, le réal est pas loin d'être le chef opérateur, ou le chef opérateur est pas loin d'être le réalisateur. C'est un peu hybride comme format. Et donc là, il se trouve que pour ces 2 films, le réalisateur est un chef opérateur qui se retrouve là par la force des choses, par son histoire, et il se retrouve témoin de ces moments-là, et sauf qu'il n'a pas vraiment de vision. Souvent, ils n'ont pas forcément de vision de storytelling à long terme, ou en tout cas de méthodo pour construire un bon film. Et c'est là où moi je rentre en jeu. C'est souvent à ce moment-là, quand les producteurs commencent à se rendre compte que c'est super, les images sont magnifiques, on sent qu'il y a une histoire, mais waouh, niveau storytelling pur, donc quel est l'axe narratif, les axes narratifs et les arcs narratifs qu'on va déployer dans ce film, quand souvent ils se rendent compte que ça va être c'est un peu abstrait encore dans la tête des réalisateurs / chef opérateurs, et c'est parfaitement normal. Là, généralement, c'est là qu'on m'appelle. Donc on appelle un chef monteur. Et donc là, sur ces 2 films, je suis en co-réalisation. Donc moi, c'est hyper intéressant parce que c'est la reconnaissance d'un métier que je faisais déjà jusque-là, sauf que là, il est acté immédiatement, dès le démarrage de la collaboration, et c'est très agréable parce que ça permet d'ouvrir les discussions. T'es plus au service de l'histoire de quelqu'un, tu viens l'aider à raconter cette histoire. Et je me nourris d'une matière. Le montage, pour moi, c'est ça, comme le collage. Tu vas te nourrir d'une matière. Et on joue avec ça, à la différence de la fiction ou de la réalisation de fiction, où tout est possible. Tu pars de la feuille blanche. Moi, c'est quelque chose qui me terrifie. Je ne suis pas capable de partir de la feuille blanche. Je suis vraiment, je suis par terre, je m'en vais, je pleure, il n'y a rien qui va. Par contre, quand tu me donnes de la matière, et de la matière, ça peut être des rushs, des images, des sons, et aussi de l'histoire. Et derrière, comme le cerveau commence à cogiter. Donc, je travaille comme ça. Et effectivement, après viennent les rushs, viennent les images, et là, comment je travaille quand je reçois les images ? Je les regarde, tout simplement. Je les regarde consciencieusement. Longtemps? Non, pas longtemps. Je prends le temps de les regarder, du temps réel. J'ai 80 heures de rush, je sais que je vais passer 80 heures. 10 jours, 8 heures par jour à regarder. Pour que les gens se rendent bien compte sur un projet, donc ça va être un long métrage, c'est ça? Là, c'est un long métrage, ce sont 2 longs métrages pour le cinéma. En moyenne, en tout cas, toi tu reçois en heures de rush que tu vas regarder donc intégralement à vitesse réelle. Tout est possible. Alors, je suis un spécialiste maintenant, j'ai l'impression qu'on m'appelle que pour ça, je suis un spécialiste des projets avec beaucoup d'heures de rush. Okay. Donc régulièrement, là les 2 derniers films que j'ai faits, on était en moyenne, je crois que j'ai fait une moyenne, on était à 750 heures. Ça fait beaucoup de temps. Ouais, c'est énorme. Si on divise par 24, ça fera, on saura le nombre de jours. Mais pas par 24, tu divises par 8. On travaille 8 heures par jour. Toi, tu dors en plus, mais je dors. Pourquoi tu dors? Je ne fais même pas les 2 8 si tu veux. Non, je dors, je m'occupe de mes enfants, j'ai une vie parfaitement normale. Et le montage est un métier qui demande du temps. C'est un métier qui demande du calme. Et moi, je suis très attaché à ce temps et à ce calme. Pour moi, c'est sacré. C'est monacal. Tu vois, c'est un sacerdoce de regarder les images. Et je sais que j'ai eu cette discussion avec des producteurs qui, beaucoup m'ont dit, on aime bien travailler avec toi parce qu'on sait que tu regardes les plans.
Et il y a du coup, j'en comprends qu'il y a beaucoup de monteurs et de monteuses qui, pour aller vite, par réflexe de télévision ou de publicité, qui sont des secteurs où on a moins de temps pour travailler. Hein, il faut le dire, c'est pas de leur faute à eux, c'est des habitudes qu'on prend d'aller vite. Et des fois, on peut scroller. Comme on va scroller sur son téléphone, on va scroller les images. Et quand on scrolle les images, tu vas voir des plans. Tu vas pas voir des histoires. Et quand tu prends le temps de regarder, tu vois des histoires. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. Je viens de reprendre le boulot là, il y a 2 jours sur un des 2 films. Je commence tout juste. Et donc, j'ai commencé à regarder. Et juste, on a tout bien rangé avec mon assistant. Et puis derrière, je regarde tout. Et alors, en regardant, je me mets de la musique. Et je commence à me faire des playlists comme ça. D'inspi, de références, trucs qui me plaisent ou pas. Et donc, comme ça, des fois, je vais avoir une musique qui est en boucle pendant 6 heures. La même. Et parce que je trouve qu'elle est super. Pour tout ce que je regarde, elle est top. Quoi. Ça marche pour plein de moments, plein de choses. Et tout de suite, je commence à rentrer dans l'histoire. Et je vais loin. Hein. Je me mets le format cinéma. J'éteins la lumière dans la pièce. Je me mets de la colorimétrie, parce que les rushs de base, les rushs natifs, quand ils sortent de la caméra, ils sont souvent très vilains. Ils attendent de l'étalonnage, ils attendent tout le travail de lissage qu'on peut voir en post-production. Moi, je ne m'embarrasse pas de ça, je mets quelque chose tout de suite dessus pour que ce soit joli, esthétique, agréable à regarder. Si un plan a besoin de stabilisation, je lui mets une stabilisation. Ah ouais. J'ai besoin de me projeter dans qu'est-ce que va me raconter ce plan dans sa longueur maximale. Est-ce que je peux exploiter ce plan sur 20 secondes, 40, 1 minute ? Ah, je peux l'exploiter sur 1 minute. Ok, je regarde. Et là, je regarde 1 minute. Et je me dis, putain, c'est cool. Donc tu te mets dans des conditions cinégéniques comme ça. Absolument, parce que j'ai besoin de me projeter dans le film pour comprendre le film que je suis en train de faire. Et est-ce que tu découvres des choses inattendues ? Absolument, à chaque fois. Je vais déjà m'immerger dans une histoire, parce que la force du documentaire, c'est de s'immerger dans une histoire. La fiction, tu vas regarder plein de prises à chaque fois. Tu vas regarder 10 fois la prise de ce plan, même pas de cette séquence, de ce plan. Tu vas regarder 10 fois ce plan, puis 10 fois le plan d'après. Il peut y avoir 8 plans par séquence. Tu fais 80 fois la même scène. Au bout d'un moment, t'es un peu saoulé. Hein. Moi, perso, je suis un peu saoulé. Là où le documentaire, il n'y a qu'une fois un plan. Il sera plus jamais là. Imagine si tu scrolles. Tu peux vraiment passer à côté de choses absolument merveilleuses. J'ai fait un documentaire animalier l'année dernière pour Netflix où je suis arrivé en fin de course et je suis arrivé après 2 autres monteurs. Netflix, c'est très dur. Les gens peuvent sauter, ça va très vite. Bon, moi, je suis resté. Et j'ai pas pu faire ce travail. Parce que je suis arrivé, il y avait déjà un film, il fallait essayer de le retravailler. On parlera de ça après, parce que c'est un très bon cas d'école sur le storytelling, notamment. Et en me baladant, parce que tu es obligé de repartir un peu dans les images, dans les rushs originaux, et tu te rends compte que il y avait des trucs de dingue, des plans iconiques, des plans qui racontent immédiatement, qui disent tout. Le film a un titre, je peux pas le dire ici, mais il a un titre, et un jour, par hasard, en cherchant un autre plan, je tombe sur un plan qui est visuellement, c'est une analogie parfaite du titre du film. Et je comprends pas pourquoi il n'était pas dans le film. Et du coup, je suis à la fois en colère et à la fois très heureux d'avoir trouvé ce plan. Donc voilà comment je travaille. Beaucoup à l'instinct. Et je me laisse séduire par des images. Je me laisse séduire par de la matière. Par un son. Un son peut me donner une idée de montage, peut me donner une idée de séquence. Je me souviens d'une séquence sous-marine où un mec parle... un mec crie en fait à la surface, il crie à quelqu'un d'autre quelque chose, mais la caméra est encore sous l'eau. Et le son de ce qu'il criait, je dis, oh putain, mais c'est génial. Il faut utiliser ça. Il faut jouer avec ce son-là. Et ça a donné une séquence où le son n'est que comme ça. Et c'était une séquence qui était un peu redondante vis-à-vis d'autres dans le film. Et d'un coup, elle a trouvé toute sa place. Et en termes d'histoire, ça avait du sens. Et toi, justement, comme tu travailles, tu as travaillé sur différents types de formats, et notamment aussi la pub, où tu as pu dire justement que c'était un peu différent. Quelles sont les différences en fait pour faire naître une histoire, comme on parle du montage aussi comme une troisième écriture, à partir sur un format en fait qui est un long métrage, un documentaire qui va être un 60 minutes, si c'est pour la télé, etc. Et de la pub qui va être en plusieurs versions et très très courte comparée aux autres. Tout à fait. La publicité, alors en plus en 2025-2026, on parle de 20 secondes.
Bien sûr. Le film iconique d'une campagne publicitaire, il va durer 20 secondes. La version 1 minute du réalisateur, elle est inexistante. Celle que tout le monde va voir, c'est le 20 secondes. Comment tu racontes une histoire en 20 secondes? Il se trouve que en publicité, moi je vais pas vous raconter de salade sur le storytelling en publicité, c'est des conneries. Le storytelling, il est acté, suracté avant. Tout est storyboardé, tout est écrit, tout est décidé en amont, et des dizaines et des dizaines de cerveaux se questionnent sur le storytelling de la publicité, enfin en tout cas de comment vont être agencés les messages publicitaires et l'histoire de la publicité bien avant même le tournage. Donc en montage, moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la publicité, c'est que à part de très rares exceptions, et quand je dis très rares, c'est une sur 100, où tu vas avoir un travail de storytelling d'une manière assez globale en publicité, t'es attendu pour ta connaissance de cet univers plus que pour tes capacités en storytelling. Tout est acté tellement avant que t'es plus un presse-bouton qu'un vrai conseil en histoire et même en montage. Versus le documentaire ou la fiction. La fiction, tu vas avoir le même cas de figure, c'est-à-dire que tout est très storyboardé, tout est très travaillé, mais en montage, entre la sélection de prises, on parlait tout à l'heure de toutes ces prises que tu as sur chaque plan, entre la sélection de prises, la direction artistique du jeu, parce qu'on parle de ça, on parle de décider du jeu d'un acteur pour une séquence, et aussi de la structure du film, puisque moi il m'est arrivé en fiction de remettre en cause la structure d'un film, qui était pourtant validée par tout le monde, elle est validée par tout le monde, l'enchaînement, l'ordre des séquences est le bon, il est écrit comme ça, tourné comme ça, t'arrives en montage, tu fais le premier assemblage, tu te rends compte que tu t'emmerdes comme un rat à la minute 20. C'est pas que ça marche pas, l'histoire fonctionne, mais tu te fais chier. Tu sais pas pourquoi. C'est pas te dire pourquoi. Est-ce que c'est la scène qui est mal écrite? Est-ce que c'est les plans qui sont pas terribles? Est-ce que c'est le montage qui est pas terrible aussi? C'est possible. Tu sais pas dire pourquoi. Des fois, quand tu as exploré toutes les possibilités de montage d'une séquence, tu te dis bon, on va peut-être essayer autre chose. Et là, tu vas venir apporter une vraie expertise sur la structure d'un film. Mettre une séquence avant l'autre. Rassembler deux éléments d'histoire qui étaient censés être en montage alterné. Ou au contraire, diviser une séquence en 2 ou 3 pour la faire respirer et la monter en alternance avec une autre séquence. Tout ça va donner du rythme sans enlever de l'histoire. Comment toi tu prends en compte la narration justement sur le rythme, le silence, les pauses? Je sais que voilà, c'est par exemple, pour donner un exemple très concret, Mad Max, Fury Road, qui est un travail de montage assez époustouflant. Il y a non seulement ces avalanches de plans, puis après des moments de grande respiration pour retourner dans cette Fury Road. Comment toi, tu joues avec ça, et comment tu le vis, en fait, d'un point de vue de narrateur? C'est très instinctif, je dirais. Moi, je montre ce que j'aimerais voir. J'ai pas trop de règles, j'ai pas trop de plans en tête. Alors souvent quand c'est beaucoup et qu'il y a énormément de choses à anticiper sur une séquence, je vais l'écrire, ou sur une séquence ou même un film, je vais écrire pas mal, mettre au moins même en bullet point, tu vois, en petite puce, et je me fais juste un enchaînement de séquences. Moi ça m'aide à aller rapidement monter une espèce de premier bout à bout. Et sinon je le fais beaucoup à l'instinct, avec toujours une attention particulière au contraste. Pour moi, un film, notamment en France, on n'a pas les moyens de faire des films qui sont radicalement différents d'une scène à l'autre, où il y a énormément de choses qui se passent. Tu vas souvent, pour des questions de production, te retrouver avec des séquences qui sont tournées au même endroit, ou des, je sais pas, des trucs qui peuvent se ressembler, ou il se passe pas exactement la même chose, mais des choses qui peuvent se ressembler. Comment, au montage, tu vas réussir à amener du contraste et à pas t'ennuyer, à être content de revenir dans cet univers-là? Mad Max Fury Road, par exemple, si tu te prenais 1h30 de Fury Road, putain, au bout de 20 minutes... Au bout de la première action, ok, super, si ça repart, t'es un peu saoulé. Et au bout d'un moment, ça va perdre de sa superbe. Ce qui est fort dans Fury Road, comme dans la plupart des films d'ailleurs, puisque c'est souvent de ça dont il est question, c'est ce contraste-là. C'est que pour amener de la tension ou pour amener de l'action, il faut avoir eu du calme. Pour amener du calme, il faut qu'il y ait eu de l'action.
En tout cas, c'est pas une règle absolue, mais instinctivement, tu te rends compte que t'es heureux de faire redescendre la tension, comme quand tu t'es en boîte de nuit à 3h du matin, t'as fait la teuf depuis 2 heures, là, tu vas aux toilettes, je sais pas, il n'y a pas que faire pipi, il y a aussi la pause de son, ce petit truc. Tes copains qui sont plus là, t'es hyper content de revenir. C'est pareil dans un film et dans une histoire. T'as besoin de ce contraste-là. Et moi, je fonctionne vachement là-dessus. C'est-à-dire, à un moment, j'ai cette sensation, donc je vais monter ma petite séquence. Et à un moment, je sais pas pourquoi, ça me prend, je sens en regardant la séquence que j'ai besoin d'aller ailleurs. Et là se pose la question de, est-ce que j'ai tout dit dans cette séquence ? Est-ce que je suis allé au bout de ma narration dans cette séquence ? Là, je reprends. Ok, qu'est-ce qui devait passer ? Qu'est-ce qui était obligatoire ? Qu'est-ce qui était requis dans cette séquence ? Je vais faire passer l'info que ce mec-là se sépare de cette nana. Je devais faire passer l'info que il en est très triste et qu'elle en est moins affectée. Bon, ben voilà. Est-ce que les infos passent ? Oui. Bon, on peut se barrer alors. Peut-être pas besoin de cette dernière ligne de dialogue. Peut-être pas besoin de ce dernier verre qui se pose sur la table. Tu vois ? Et là, hop, je peux m'échapper. Tao, t'es monteur, donc tu fais sûrement de la veille sur les tendances numériques, visuelles, sur les formats, sur les technologies peut-être. Ce sont des effets de mode, tout ça, ou ça peut devenir des idées de montage sérieuses ? Il y a des effets de mode, c'est clair. Maintenant, les effets de mode, c'est assez rigolo parce qu'ils mettent du temps à venir à s'immiscer dans le monde du storytelling. C'est-à-dire que souvent, c'est une révolution technologique. Je pense aux drones, par exemple. Le 5D, enfin tous les réflexes numériques avec lesquels on fait de la vidéo sont arrivés en 2008, 2007, 2008, qui sont moi les moments où j'ai commencé à faire des films. Enfin, à commencer à apprendre ça, à aller à l'école, à faire mon BTS, tout ça. Et c'était assez fascinant parce que nous, à l'école, on nous apprenait des grosses caméras, toute l'infrastructure, le truc, attends, voilà, il faut... on coupe on coupe entre les prises, les gars. C'était lunaire. Et derrière, on allait dehors. Et toutes les sociétés dans lesquelles on bossait, ils avaient tous des 5D. Et on tournait des heures et des heures de rush. Et on se retrouvait avec plein de choses. Donc, cette technologie, elle bouleverse le storytelling. C'est pas un peu. Elle le bouleverse à chaque fois. Mais elle met du temps. Le 5D, il a permis d'enrichir, de faire des films très vite, ça a donné accès à une super image, à un nombre d'étudiants délirant. Ça leur a permis de tourner beaucoup plus de plans. Avant, quand tu étais en pellicule ou même en cassette, ça coûtait beaucoup d'argent. Maintenant, tu peux essayer, tu peux tourner jusqu'à plus soif. La seule limite, c'est les cartes ou le temps de déchargement de la carte. Tu peux la vider et refaire, et la vider et refaire. C'est infini, quoi. Donc, ça donne beaucoup de création, beaucoup de possibilités de création aux créateurs. De l'autre côté, tu as aussi des technologies beaucoup plus niches. Par exemple, je pense aux drones et plus particulièrement aux drones FPV. Parce que le drone plus classique, ça, on les a vus arriver dans tous les films corpo, dans toutes les pubs. Alors, maintenant, c'est partout. Il n'y a pas un film, s'il n'y a pas un plan de drone, c'est pas possible. Maintenant, ça se joue à l'excellence dans le drone. Et le drone FPV, c'est... Le drone FPV, c'est les drones de vitesse, qui sont à la base des drones de course. C'est fait, il y a un championnat du monde, il y a une coupe du monde de drones avec des mecs dans des arènes au Qatar. Ils font des arènes, des parcours d'obstacles, des trucs, et ils vont à 100 km/h avec des lunettes. Donc eux, ils sont comme s'ils étaient dans le drone, quoi. Et c'est Star Wars. J'ai essayé. C'est Star Wars. Je sais pas si vous avez joué à Star Wars Racer, une connerie de course de pod là. T'es dedans de waouh. Sauf que t'as une vraie machine qui se tape le vrai mur, quoi. Et ces drones-là, à la base, c'était des drones faits pour la vitesse, quoi, pour le plaisir, pour la course, comme tu vas faire du karting. Et très vite, évidemment, tous ces paincus de techno, de geeks du drone, là, je les adore, quoi. Ils me fatiguent parce qu'ils parlent beaucoup tous, ils sont très passionnés, mais je les adore parce qu'ils amènent plein de nouvelles choses. Il y en a évidemment un qui a décidé de mettre une caméra décente dessus et qui a commencé à faire des plans de dingue. Et il y a ce film de Michael Bay, évidemment, qui d'autre Michael Bay, qui s'appelle Ambulance, je sais pas si vous l'avez vu, avec Jake Gyllenhaal, qui est un tribute à ce drone. Et putain, qu'est-ce que c'est bien utilisé. C'est au service de l'histoire. Ça t'amène une urgence, une dramaturgie. T'as des plans qu'on n'aurait jamais vus avant, à part en 3D. Tu les avais vus dans des Transformers, des plans qui partaient du haut de l'immeuble. Encore des films de Michael Bay. Encore des films de Michael Bay. Pas tous. Mais tu vois, ils faisaient des plans en 3D où ça sautait de l'immeuble et ça arrivait jusqu'en bas de la rue. Bon,
C'était sympa, mais ça sentait le faux. Là, dans Ambulance, t'as vraiment le plan où ça part du haut de l'immeuble et ça a du sens. Tu entends les sirènes au loin. Cette scène d'intro est dingue. Je la recommande à tous en termes de montage et de plan séquence. C'est absolument extraordinaire. Et c'est du drone de vitesse. C'est ces petits drones FPV qui donnent une sensation complètement nouvelle. Et ça, je l'ai vu arriver petit à petit dans plein de films. J'ai monté un film pour OCS il y a 3-4 ans. Et pareil, le réalisateur avait amené ça. C'était une demande producteur. Le réal n'y avait pas pensé. C'était une demande producteur et ils lui ont donné un sens narratif. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc oui, la technologie, elle aide les créateurs et elle se met au service de l'histoire, systématiquement. Est-ce qu'il y a d'autres films, là t'en as cité quelques-uns, Michael Bay, il y a d'autres films récemment, ou documentaires, ou fiction, qui t'ont bouleversé sur soit la techno, soit sur le montage tout court, enfin sur le montage en général? Oula. C'est trop large. C'est très large. Il y a beaucoup de films qui m'ont bouleversé en termes de montage. J'ai encore revu, j'ai montré à un ami il y a pas longtemps Everything Everywhere All at Once. Ah. Putain quoi. Putain, la tarte quoi. Ouais. Oh, la tarte de montage. La tarte de montage. Ils ont quand même tourné des plans qui ont coûté cher. Hein. Il y a des plans qui coûtent très cher dans ce film. Il y en a qui durent une image. Une image. Le niveau de précision dans ce film est absolu. Il est absolu. C'est d'une maîtrise. J'ai pas de mots en fait. Ouais, ça m'a bouleversé. Ça m'a bouleversé en termes de scénario. Ça m'a bouleversé en termes de jeu. Ça m'a bouleversé en termes de cadre. En termes de liberté qui s'accorde. Il y a tous les formats dans le film. Hein. Il y a du 1,85, il y a du 16/9, il y a du 2,35, il y a du 4 tiers, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des références à Wong Kar-wai, des références à Michael Bay. Il y a tout et n'importe quoi dans ce film. Et pourtant, quel merveilleux patchwork. Et ça, c'est un bel exemple de montage. D'arriver à donner du sens à la fois au format. On l'a vu ça dans pas mal de films. Ce changement du plein cadre au format scope un peu plus resserré. Ce scope qui s'affaisse comme ça pour venir un peu plus western, pour venir resserrer la ligne des yeux. C'est parfaitement utilisé dans Everything Everywhere All at Once. Que ce soit dans les cadres, la lumière, le jeu... les effets spéciaux aussi qui sont dingues, la déco, les décors. Voilà, je peux pas plus vous mais c'est un très très bon exemple. C'est un très très bon exemple. Ce film en tout cas, moi à titre personnel, je suis pas fan de Michael Bay, mais avec la description que tu en as faite d'Ambulance, je pense que je vais me précipiter. Il gagne à être connu, Michael Bay. Hein. On peut ne pas l'aimer quand on est un peu arty, un peu français, mais il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Pour moi, il faut s'ouvrir à ce cinéma que je l'appelle grandiose. Mais il est trop grandiose en fait, il est too much à mort, c'est too much à mort. Michael Bay, c'est dans le son, c'est dans le montage, c'est dans les cadres, c'est trop. Mais il s'autorise ça. Et nous, parfois, on est un peu frileux de ça en France, et c'est dommage. Je trouve qu'on s'empêche. Alors qu'on pourrait en faire quelque chose. Everything Everywhere All at Once en est un très bon exemple. Il s'autorise un peu de grandiose, un peu de blockbuster, mais au milieu, c'est un putain de film d'auteur. Comme on sait les faire, comme on aimerait pouvoir les faire en France. Et en parlant de grandiose, justement, est-ce que toi, en fait, dans le montage, tu as eu des occasions où tu as été obligé de faire des choix assez drastiques, où tu as dû, peut-être que le mot est fort, mais tuer une idée forte parce que techniquement ou narrativement ça fonctionnait pas, et comment on sait en fait que c'est une bonne idée qu'une idée meurt? En fait, une idée elle va mourir quand tu as tout essayé. Quand tu as tout essayé, c'est-à-dire que oui, moi il m'est déjà arrivé de tuer un plan qui a coûté 30 000 euros. Le producteur rentre dans la salle, il a envie de m'égorger. Mais de m'égorger parce que c'est une demande du réalisateur qui voulait absolument faire ce plan, c'était hyper important pour lui, mais le plan il est compliqué, c'est fait avec un robot, enfin je sais pas quoi. Il y a beaucoup d'infrastructures sur ce plan, mais ce plan ne raconte rien. Ne raconte rien. Et ça arrive souvent. Mais c'est la magie de la troisième écriture, c'est que t'es censé à chaque étape, t'es censé pouvoir être en capacité de faire le deuil. Et être en capacité d'être en paix avec le fait de supprimer quelque chose. Tu écris ton scénario, t'as plein de bonnes intentions, c'est super. Et derrière vient la réalité de la production.
Et après, la réalité du tournage. Pour moi, il n'y a pas que 3 écritures. Ça, c'est bien résumé. Mais déjà, dans la phase de production et de tournage, il y aura plein des écritures. Parce qu'à la production, tu peux tuer une scène complète. Juste lors du financement du film. À chaque étape, tu peux faire des choix et à chaque étape, tu peux tuer des idées. En montage, c'est sûr que toi, t'arrives un peu... t'arrives pas avec la vérité parce que t'as tes convictions. Moi, j'ai toujours mes convictions. Quand je regarde un plan ou que je regarde une séquence, j'ai ma conviction. Je sais ce que j'en pense. Maintenant, c'est un jeu d'équilibriste, le montage. C'est un jeu de vente de tapis, tu vois. T'es au souk, t'es en train de te vendre le tapis, tu te regardes, on se connaît. Maintenant, ça fait 4 mois qu'on est dans la salle de montage tous les deux. Bon, ok, comment tu vas le prendre si je te dis ça? Donc, tu vas pas immédiatement dire au réalisateur ou au producteur, cette idée est nulle, on va l'enlever. Tu vas la mettre à l'épreuve. Donc, tu vas le faire d'abord. Et ensuite, tu le laisses dans le film, et puis c'est quelque chose que tu vas questionner à un moment. Tu vas le dire plusieurs fois. Tu vas dire, j'y crois pas. J'y crois pas. Mais laissons-le pour le moment. Et au bout d'un moment, t'avances. Puis à un moment, on te dit, l'épisode, il est trop long. Ou l'histoire marche pas dingue, là, à ce moment-là. À la fin du premier quart d'heure de l'épisode, et il y a quelque chose, je sais pas, je saurais pas dire, il y a quelque chose qui marche pas. Ah oui, on va trouver une solution. Tao, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que le plan dont je te parlais, ce super plan que t'as mis une plombe à tourner, c'est un faux plan qui passe à travers le miroir, tu vois. Donc c'est du décor, machin. Le plan a coûté une blinde, il tournait au robot avec une doublure, ça passe à travers un miroir. Et je dis, mais ce plan est chiant, il ne raconte rien. On a besoin d'efficace à ce moment-là, on a besoin que la scène, elle avance. On a besoin que la nana elle sorte sa tête du miroir. Là, vraiment, tu vois, pas besoin de tout un effet. Machin. On est à un quart d'heure du début du film. On n'en est pas là. Coupons-le pour voir. Et là, le mec me dit, tu peux pas me faire ça. Non, c'est horrible. Mon plan. Mais le producteur va me tuer parce qu'en plus, j'ai fait faire ce plan. Il a coûté une blinde. Je dis, oui, je sais, mais il est pas bien. C'est pas grave. C'est pas grave. Si tu veux le garder, on le garde. Moi, je pense qu'il faut le couper. Ok, vas-y, on essaie. Putain, c'est mieux. Putain, ça marche. Merde. Donc tu peux tuer une idée, c'est une question de comment tu le vends, comment tu l'annonces, comment tu l'amènes. Parce que ça, je le fais sur tous les films. Il n'y a pas un film où je déboîte pas une séquence, mais parfois même des idées à moi. Enfin, moi, je monte tout. Quand je fais un film documentaire, je vais tout monter. L'Animalier pour Netflix, j'ai fait l'intégralité du film une première fois. Puis après, on a tout refait. C'est normal, et c'est parfaitement normal. Tu n'as pas la science infuse. C'est ça le travail de montage. C'est un travail collaboratif, c'est une addition de talent, de cerveau. Le réalisateur, un jour, va me dire A, l'autre jour, il va me dire B, et c'est pas grave. Et à un moment, on se rejoint sur C, et c'est une vision, c'est ce qu'il fallait pour la séquence. Il faut pas avoir peur. Pour moi, c'est ça le montage, et c'est en ça que on parlait de technique tout à l'heure, de technique au service de l'art. Pour moi, le montage, c'est un métier où il faut absolument, impérativement maîtriser les enjeux techniques et toute la technique qu'il y a derrière. Pourquoi ? Parce que cette technique, c'est elle qui va te permettre d'aller vite et de pouvoir essayer énormément de choses dans le même temps imparti. Parce que tu as un temps imparti pour faire un film. C'est pas YOLO, je suis dans ma chambre pendant 2 ans, je vais faire le film, ah oui, je pense que j'ai la bonne séquence. Non, alors je pas comme ça, tu as 8 heures par jour, tu deals ton nombre de semaines au début, éventuellement tu peux en rajouter 3 ou 4, mais ça c'est quand les producteurs sont sympas et qui savent que c'est pour le film et qu'il y a le budget. Ça va marcher sur un Animalier pour Netflix, ça marche pas sur un 52 minutes pour la télé. 52 minutes pour la télé, t'as 12 semaines, basta. Et c'est tout, 12 semaines, pardon, 8 semaines. T'as 8 semaines et basta, tu vois. Donc, il faut pouvoir aller vite, en fait. Et une fois que t'es capable d'aller vite et d'essayer beaucoup de choses rapidement, c'est pas un problème de défoncer une séquence. C'est pas un problème de tuer une idée. Pas grave. Tu peux faire Pomme Z au pire. Tu vois, enfin moi, en tout cas moi, j'ai cette chance de pouvoir faire Pomme Z. C'est pas le cas des chefs décorateurs, ça dépend des médiums. Chefs opérateurs, exactement. Ça dépend des médiums. Tao, on voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux des timelines immenses de monteurs par-ci par-là, avec énormément de pistes, notamment pistes son, beaucoup de pistes son. On se dit, oh là là, les timelines des monteurs. Toi, je sais que tu montes avec beaucoup de pistes vidéo, même si la tête de lecture lit la vidéo qui est tout en haut, mais tu montes jusqu'à 10, parfois même 15, voire plus. Ça va jusqu'à 30. Pistes vidéo parallèles, 30 pistes vidéo parallèles. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ? Parce que je me garde des options. Je garde tout le temps des options, c'est-à-dire que mes pistes... Alors déjà, moi, je travaille pas du tout de manière rangée. Je suis un gros bordélique. Ce qui est étonnant, parce que le montage est un métier de rangement. C'est un métier de chambre rangée. Et je range ma chambre avant,
Mais alors, pendant que je travaille, c'est comme un collage. C'est pas, vraiment, je reviens en collage parce que c'est un grand bordel, quoi. J'ai besoin d'avoir tous mes trucs là, comme ça, un peu partout. Mais moi, dans ma tête, c'est très clair. Je sais où sont les choses parce que j'utilise des codes couleurs, j'utilise des numéros de piste, ça des fois, mais pas tout le temps. Des fois, c'est vraiment freestyle. Hein. C'est juste que je me garde, par exemple, sur l'animalier, je sais que je vais chercher des plans de loutre. Je vais m'importer, j'ai 50 plans de loutre. Et pour mettre 50 plans de loutre, si je veux pas qu'ils me prennent tout mon film, je vais me les empiler. Ou alors, des fois, je vais garder carrément des anciens montages en dessous. Tu vois, je vais garder, y a, en piste 30, c'est mon dernier montage. En piste 20, c'est une version alternative du montage image, parce que le son va toujours avec mon montage à date, avec le montage qui est en cours, mais ce qui est en dessous, ce sont des vieilles versions, ou des versions un peu plus longues, des séquences, ou des plans que j'arrive pas à retirer. Des fois, ce qu'il y a entre... Alors, c'est rare, hein, les 30 pistes. Pour vous faire une moyenne... Même 15, c'est déjà énorme. Pour te faire une moyenne, moi, sur mes projets de montage, je vais avoir... Au final, donc ma timeline finale, elle va généralement avoir 15 pistes vidéo et elles sont nécessaires. Et entre 40 et 50 pistes son. Mais j'utilise toutes ces pistes comme un grand canevas, comme une grande toile sur laquelle je dessine, je cut, j'essaie. Des fois, sur mes 30 pistes, tu peux avoir plusieurs fois le même plan, mais pas exactement avec les mêmes poignées. Tu vas avoir 4 fois le même plan, mais avec quelques images de décalage, tu vois. Et j'essaie, je refais play. Comment ça marche comme ça ? Non. Et je refais. Ça c'est mieux. Hop, ça c'est moins bien. Hop, ça c'est mieux. Hop, allez, c'est celui-là. Boum. Et vu que j'ai peur de pas pouvoir revenir en arrière, je garde quand même l'autre que j'ai trouvé bien. Et c'est comme ça que je me retrouve avec plein de pistes. Mais ça me permet, des fois, je vais trouver un plan aussi, en dérushant, en me rebalançant dans une autre séquence de rush. Dans une ancienne version que tu as montée précédemment. Ouais, une ancienne version que j'ai montée précédemment, ou carrément dans les images originales, en me rebaladant, parce que des fois, j'aime bien retourner dans les images originales, dans les toutes premières timelines pour aller chercher des plans. Et là, je me rends compte, ah tiens, ce plan, il est vachement bien, il pourrait servir dans cette séquence. Et là, vu que je suis pas du tout concentré sur cette séquence, j'étais en train de travailler une autre, je vais le foutre là-bas, je le jette, tu sais, comme tu jetterais ton ciseau pour plus tard. Donc le côté exploration des magazines dont tu parlais dans ton enfance, quoi. C'est, il y a ça aussi, peut-être qu'on verra. Ouais, exactement. Et je vais écouter beaucoup de sons, de sound design. Il peut m'arriver de faire des journées entières à juste écouter du sound design. Ou une après-midi entière juste à regarder des stock shots. Pas parce que je vais les utiliser, mais pour chercher des valeurs de plans, des trucs où je dis ça ce serait bien, et ils vont retourner, parce que s'il y a des retournages, ça arrive souvent en documentaire, des retournages, je vais aller regarder des stock shots, je dis ça m'inspire, cette texture, cette lumière, c'est rigolo, j'aurais pas fait ça comme ça, mais ça marche bien avec ce qu'on raconte. Et ça peut faire le montage, c'est de l'exploration finalement. Ouais, c'est de l'exploration, et c'est pour ma part beaucoup d'instinct. Ok. Sur quel projet tu planches en ce moment ? Là, les 2 principaux films sur lesquels je travaille en ce moment sont 2 films pour le cinéma, distribués cinéma. L'un sur un animal, une relation entre un animal et un humain. Une relation complètement dingue, une histoire très très forte, avec beaucoup d'images sous-marines. Et l'autre, c'est un film sur une danseuse. Mais je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, mais c'est 2 films très excitants, en termes de storytelling notamment, parce que tout est à faire et je suis co-réalisateur, donc il y a beaucoup de choses à écrire. Génial. Voilà. Merci beaucoup, Tao. Avec plaisir. Merci à vous. Si cette conversation vous a donné envie d'en savoir plus sur la narration, sur le montage, vous êtes au bon endroit, puisque c'est ce qu'on fait dans Storyscope. On parle de storytelling dans plein de médiums différents et vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes, nous écouter ou nous regarder sur YouTube également. Merci Damien. Merci Kevin, merci Tao. Merci Tao. Merci les garçons. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt. Je me laisse inspirer. Moi, c'est beaucoup d'instinct. La logique vient après.